Bonjour, je m'appelle Olivier de Potter et bienvenue dans les Pépites de l'Histoire, le format raccourci des Murmures de l'Histoire. Des histoires vraies, des destins singuliers, des hommes et des femmes que le temps a parfois oubliés, mais qui méritent qu'on s'arrête un instant pour les écouter. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, en 1912, et je vais vous parler d'un homme qui aimait les oiseaux, qui aimait le ciel et qui a voulu, de toutes ses forces, apprendre aux hommes à voler. Il s'appelait Franz Reichel. Imaginez, nous sommes le 4 février 1912. Il fait un froid vif sur Paris. Le soleil est encore bas dans le ciel. Les pavés brillent d'humidité. Le souffle se voit dans l'air. Et au pied de la tour Eiffel, une petite foule s'est rassemblée. Il y a des journalistes, des photographes avec leur appareil encombrant, un caméraman qui a installé sa lourde caméra sur un trépied, en position, prêt à filmer. Des curieux aussi, des passants qui se sont arrêtés, les mains dans les poches, le regard levé vers le haut. Et tout là-haut, sur le premier étage de la tour Eiffel, un peu plus de 55 mètres du sol, un homme se tient debout, immobile, il regarde en bas. Il porte un manteau étrange, un manteau large, encombrant, avec des pans de tissu tendus entre ses bras et son corps, comme les ailes d'un grand oiseau endormi. Une silhouette bizarre, presque irréelle, dans la lumière froide du matin. Cet homme, c'est Franz Reichel. Et dans quelques minutes, il va sauter. Pour comprendre ce qui conduit Franz Reichel jusqu'ici, à ce moment précis, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et ce contexte, croyez-moi, il est vertigineux. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Les frères Wright ont réalisé leur premier vol motorisé en 1903. À peine 9 ans plus tôt, l'humanité vient de découvrir qu'elle peut s'arracher du sol, que le ciel n'est plus seulement que pour les oiseaux. C'est une révolution totale, une ivresse collective. Les précurseurs de l'aviation sont les héros de l'époque, admirés comme le seront plus tard les astronautes. On les appelle les aviateurs. Ils repoussent les limites. Ils testent des machines fragiles, bricolées dans un garage de fortune, des machines qui tombent en panne, qui se retournent et qui s'écrasent parfois sur des terrains boueux devant des spectateurs médusés. Et ils meurent. Beaucoup d'entre eux meurent. Les accidents sont fréquents, souvent mortels. On n'a pas encore les équipements de sécurité qu'on connaîtra plus tard. Pas de ceinture de sécurité sérieuse, pas de protection et surtout, pas de parachute efficace. Il existe bien des formes rudimentaires de parachute depuis des années. Des ingénieurs les ont expérimentés, mais ils sont encombrants, ils pèsent lourd, ils ne sont pas intégrés à l'équipement de l'aviateur. En cas d'accident en plein vol, il est pratiquement impossible de s'en servir dans les temps impartis. Et c'est précisément là que Franz Reichel voit une opportunité, une idée qui lui paraît lumineuse, évidente, nécessaire. Et si on pouvait concevoir un vêtement, quelque chose que l'aviateur porte sur lui en permanence et qui se transformerait en parachute au moment précis où il en aurait besoin. Mais qui est Franz Reichel ? Franz est né en 1878 en Autriche, dans une région qui s'appelle aujourd'hui la République tchèque. Il est arrivé à Paris encore jeune. Au tournant du siècle, comme beaucoup d'Européens, il est attiré par les lumières et l'effervescence de la capitale française. Il ouvre une boutique de tailleur dans le 8e arrondissement. Il a du goût, du talent, une main sûre. Il habille bien ses clients. Sa réputation est correcte. Il gagne sa vie honnêtement. Mais Franz n'est pas seulement un tailleur. C'est un homme qui a des idées, un bricoleur, un inventeur dans l'âme, le genre d'homme qui, le soir, après avoir fermé sa boutique, continue à travailler, à dessiner, à coudre, à expérimenter. Je l'imagine dans un petit atelier encombré de tissus, la lumière jaune d'une lampe à l'huile, des fils, des patrons découpés sur la table et cette idée fixe qui l'habite, qui l'obsède doucement, progressivement, cette idée du manteau qui vole.
Il commence à travailler sérieusement sur ce projet vers 1910. Il coud, il essaye, il modifie, il teste différents matériaux, la soie, la toile, des tissus plus légers. Il tente de calculer la surface nécessaire pour ralentir suffisamment la chute d'un corps humain. Ses premiers essais se font sur des mannequins. Il monte au 3e ou au 4e étage de son immeuble. Il jette ses créations dans le vide, il observe. Les résultats sont décevants. Les mannequins tombent lourdement, sans vraiment planer, sans vraiment flotter. Ils tombent, c'est tout. Mais Franz ne se décourage pas. Il ajuste, il reprend. Il est convaincu d'être sur la bonne voie. Il pense que le problème vient de la hauteur, insuffisante pour que l'invention déploie correctement. Il pense aussi que ces mannequins ne reproduisent pas fidèlement le comportement d'un corps humain vivant, qui peut ajuster ses mouvements au bon moment. Et cette conviction, c'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande fragilité. Ses amis s'inquiètent, ils voient les résultats, ils lui disent de continuer à améliorer le dispositif avant de tenter quoi que ce soit de risqué, d'aller plus doucement, d'être plus prudent. Certains ingénieurs et spécialistes qu'il consulte lui disent clairement que son invention ne fonctionnera pas, que la surface de tissu est insuffisante pour freiner efficacement la chute d'un homme, que les calculs ne tiennent pas, qu'il faut revoir les fondamentaux. Franz les écoute. Il acquiesce poliment, mais il continue de croire qu'ils ont tort. Il y a quelque chose de touchant et de troublant à la fois dans la psychologie de Franz. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un ignorant. C'est un homme intelligent, compétent dans son domaine, doté d'une créativité réelle, mais il a développé une forme d'aveuglement qui le rend incapable de voir ce qui est pourtant évident pour les autres. Les preuves s'accumulent contre lui et il les réinterprète. Les mannequins tombent, c'est parce que les mannequins ne sont pas des corps humains vivants. Les calculs ne fonctionnent pas, c'est parce que ses critiques ne comprennent pas vraiment la nature de son invention. Chaque échec devient dans son esprit une raison supplémentaire de continuer. Les psychologues appellent ça le biais de confirmation. Et je pense, si vous m'autorisez cette petite réflexion personnelle, que nous l'avons tous, à des degrés divers, cette tendance à chercher les informations qui confirment ce que nous croyons déjà et à minimiser celles qui le contredisent. Franz n'en est pas la première victime et ne sera pas le dernier. Franz décide de passer à l'échelle supérieure. Les essais depuis son immeuble ne lui semblent pas suffisants. Il lui faut une hauteur plus grande, une hauteur qui permettra à son invention de se déployer pleinement, de prouver ce qu'elle vaut. Il lui faut la Tour Eiffel. Il sollicite les autorités, il présente son projet avec enthousiasme, avec conviction, et il obtient l'autorisation d'effectuer un test depuis le premier étage de la tour, à une hauteur d'un peu plus de 55 mètres. Mais dans sa demande, il précise qu'il utilisera un mannequin. Il ne dira pas la vérité, ou peut-être se ment-il lui-même. Parce que dans son esprit, c'est décidé depuis longtemps, il va sauter lui-même. C'est lui, Franz, tailleur autrichien de Paris, qui va prouver au monde entier que son invention fonctionne, que tous ceux qui ont osé douter de lui avaient tort, que le manteau parachute est une révolution. La veille du saut, il l'annonce à ses proches. Il a dans sa voix, disent-ils, une sérénité étrange. Cette nuit-là, il dort bien. Il se lève tôt, il s'habille et il part vers la Tour Eiffel avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il va faire. La scène est filmée, quelques secondes d'images en noir et blanc, légèrement tremblantes, comme souvent pour les films de cette époque. On voit Franz debout, sur le bord de la plateforme. On voit ses bras s'écarter. On voit le tissu de son manteau qui se déploie brièvement, inutilement, comme une fleur qui s'ouvre trop tard. Et on voit l'homme tomber, vite, trop vite, comme une pierre. 55 mètres en moins de 4 secondes. L'impact, le sol au pied de la tour garde l'empreinte du choc, à une petite dépression dans la terre froide. Les journalistes présents la photographient. Cette image étrange et triste fera le tour du monde. Franz Ritschl est mort sur le coup. Il avait 33 ans.
Je vous remercie d'avoir écouté cette pépite. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire et sur les figures oubliées, retrouvez-moi sur les Murmures de l'Histoire, disponible sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes, ou sur mon site depoterolivier.be. Et si ce format vous a plu, n'hésitez surtout pas, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez m'offrir. À très bientôt.